Bonjour à tous. La météo politique 2021 présage un climat tendu entre les principaux leaders politiques qui laisse apparaître une profonde divergence sur la gouvernance du Cameroun. D'un côté, le président de la République, Paul Biya, tense son adversaire politique, regrettant que certains Camerounais regroupés autour du professeur Maurice Kamto, dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle, aient profité des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection faussement appelée marche pacifique. Face aux critiques véhémentes sur l'imperfection de la démocratie au Cameroun, le chef de l'État estime que son pays est une jeune démocratie où le processus électoral se déroule selon les dispositions de la Constitution et selon les règles fixées par les lois en vigueur au Cameroun. Cette peinture de la démocratie camerounaise est aux antipodes du tableau sombre que dresse le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pour le professeur Maurice Kamto, l'ensauvagement de l'appareil d'État a franchi un nouveau cap qui mène vers un totalitarisme décomplexé dans un pays où des milliers de Camerounais sont brutalisés, torturés et traduits devant le tribunal militaire pour avoir dénoncé un mauvais système électoral qui rend impossible l'expression démocratique du peuple et des Camerounais victimes de répression pour avoir manifesté leur désapprobation de la guerre fratricide qui saigne le Cameroun depuis de nombreuses années. Accusé de cynisme, d'obstination pour le chaos politique et de priorisation de l'option militaire sur le théâtre de la crise anglophone, le chef de l'État répond que son gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue en libérant par exemple de nombreux ex-séparatistes anglophones et en accélérant, dit-il, la mise en œuvre d'une politique de décentralisation axée sur un statut spécial pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Pourtant, l'insécurité dans les régions anglophones continue de porter préjudice au Cameroun et les arguments du président de la République n'ont pas convaincu les États-Unis d'Amérique, partenaires du Cameroun. Le Sénat américain vient d'adopter une loi qui exhorte l'administration américaine à envisager des sanctions ciblées contre des ministres camerounais et des dirigeants séparatistes responsables d'exécutions extrajudiciaires, de torture ou d'autres violations flagrantes des droits de l'homme reconnues sur le plan international, déplorant le faible engagement de la France pour éviter l'enlisement du conflit armé au Cameroun. Le Sénat américain exige la mise en place d'une médiation internationale pour mettre fin à la crise anglophone au Cameroun. Qu'est-ce qui explique ce bras de fer entre Paul Biya, le chef de l'État, et Maurice Kamto, président du MRC, sur le processus démocratique au Cameroun ? Le Cameroun est-il une jeune nation, une jeune démocratie en cours de construction ou le théâtre d'une dictature à peine voilée après 4 ans de conflits armés dans le nord-ouest et le sud-ouest? Une médiation et des sanctions internationales ciblées vont-elles être imposées au Cameroun? Et qu'en est-il des défis socio-économiques attendus pour l'année 2021? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette première édition de l'année 2021, je reçois sur ce plateau Célestin Bedzigui, président du PAL. Vous avez soutenu le candidat Paul Biya à la dernière élection présidentielle. Vous êtes également maire adjoint à Monatélé. Merci d'être avec nous ce dimanche. C'est moi qui vous remercie, Cédric, mais je profite aussi pour adresser mes vœux les meilleurs à tous nos compatriotes qui vont nous faire la faveur de nous suivre au cours de l'heure que nous commençons ensemble aujourd'hui. Sur le plateau de droit de réponse, juste en face de vous, c'est Pierre-Emmanuel Bignam, qui est également cadre militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Pierre-Emmanuel, bonjour. Bonjour Cédric et bonjour à tous mes copanélistes. Mes vœux les meilleurs pour tous les Camerounais qui nous suivent en ce moment, ceux qui vivent à l'intérieur du pays et ceux qui sont dans la diaspora. Sur le plateau de droit de réponse, il est l'un des éditorialistes quotidiens, La Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Cambia. Edmond, bonjour. Bonjour Céline Oufélé, je salue les copanélistes. J'adresse aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission Droit de réponse qui sont au Cameroun, en Afrique et partout à travers le monde
mes vœux les meilleurs de santé, de réussite et de bonheur au cours de l'année 2021 qui commence. Dans cette première édition de l'année 2020 de Droit de réponse, je reçois également sur ce plateau Maître Moustapha Ngouana. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais également, comme c'est une antienne, souhaiter mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité au peuple camerounais qui nous suit à cet instant, avec le vœu que 2021 nous épargne de toutes les affres, de toutes les difficultés que nous avons connues tout au long de l'année 2020. Donc je souhaite une heureuse année à tous mes compatriotes. Mes meilleurs vœux à vous, messieurs présents sur ce plateau. D'entrée de jeu, avec vous, Pierre-Emmanuel Bignam, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya, s'est adressé à Maurice Kamto en estimant qu'au sein du MRC, il y a une tentative d'insurrection faussement appelée marche pacifique. Pour lui, le Cameroun est un havre de démocratie où l'expression démocratique existe. Comment vous réagissez à ces propos du chef de l'État qui sont adressés aux leaders de votre formation politique? Bon, déjà, il faut relever que 2020 a été une année très difficile pour le Cameroun, et non seulement le Cameroun, mais le monde entier, du fait de la pandémie qui a bouleversé tout le monde, et beaucoup plus du fait de l'animation du jeu politique que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun a mené des bains de maître sur notre espace politique. Alors, au début, je me souviens très bien que le président Paul Biya avait qualifié le MRC de petit parti politique. Et avant petit parti politique, c'était d'abord, il le prononçait, ou bien je veux dire, il le désignait, le MRC, comme étant un certain parti politique. Ensuite, c'est parti d'un certain parti politique à petit parti politique. Ensuite, c'est parti de petit parti politique. Maintenant, il a commencé à désigner le président élu Kamto comme étant une personnalité. Ensuite, c'est parti de personnalité pour devenir... il a atteint le stade où il annonce déjà les actions menées par le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et comme je l'ai dit précédemment sur d'autres plateaux, connaissant le président Paul Biya, c'est un félin. C'est quelqu'un qui est fourbe, qui ne s'intéresse pas à quelque chose qui ne le touche pas. Lorsqu'il se met dans son discours à la nation du 31 décembre dernier, à énoncer les actions que le MRC a menées sur le théâtre des opérations politiques en 2020, cela signifie tout simplement que le MRC a marqué des coups qui ont touché le cœur de Paul Biya et qui ont porté atteinte à tout ce qu'il a pu mettre en place ces derniers temps comme système de dictature et tout cela. Donc, nous ne sommes pas étonnés de ce qu'il ait utilisé un ton, je vais dire un ton de dénigrement, de condescendance comme d'habitude. Mais au fond, nous savons que le pénalty est entré. Le pénalty est entré parce que le président Paul Biya, c'est quelqu'un qui a une façon de minimiser aux yeux du peuple camerounais des faits qui, par ailleurs, il sait lui-même que ce sont des faits majeurs qui concernent nos sociétés. Donc, son discours nous a également montré que il a son Cameroun à part, et il a une catégorie de Camerounais à qui il s'adressait uniquement et dont il est le président. Parce que ça n'a pas été de bout en bout un discours rassembleur, ça n'a pas été un discours d'apaisement. Il ne s'est même pas hasardé d'essuyer les larmes, serait-ce que par des propos gentils aux personnes qui ont perdu les leurs dans la crise anglophone. Donc, ça nous montre tout simplement que le président Paul Biya vit dans un monde à part. Il est dans son Cameroun depuis 1982 et ce Cameroun-là n'est pas le nôtre. Ce n'est pas notre Cameroun en fait. Après vous, Pierre-Emmanuel, Edmond Kamgia, sur les propos du président de la République du Cameroun, face aux critiques sur la démocratie,
il estime que le Cameroun est une jeune démocratie où le processus électoral est un exemple et il s'appuie sur la Constitution et cela respecte selon lui les règles et les lois en vigueur au Cameroun. Est-ce que cette peinture de la démocratie camerounaise par le chef de l'État est une réalité vécue depuis une trentaine d'années à travers l'organisation des processus électoraux au Cameroun? C'est-à-dire, Doufélé, cette question ressemble à une colle, parce qu'il serait difficile de répondre directement par l'affirmative. En même temps, en répondant par la négative, il faudrait lui donner des circonstances atténuantes. Ce qui signifie en réalité que cette peinture que fait le président de la République du Cameroun ne correspond pas exactement à la réalité. Par contre, il est dans son rôle. Si ce message était transmis aux Camerounais par la même personnalité, mais avec une casquette différente. Si c'est le président national du RDPC qui s'adressait aux Camerounais, je dirais oui, il est dans son rôle. Et que tout ce qu'il a dit, la peinture qu'il a faite correspond à ce qu'il peut dire en tant que président national du RDPC. Mais en tant que président de la République, j'ai dit non. Il est important de souligner que malgré les efforts que nous connaissons tous des années 90 à nos jours, il y a des obstacles, des goulots d'étranglement qui ont même été entretenus et maintenus par le gouvernement en place et soutenus par le RDPC. C'est pour cela que je ne pourrais pas répondre par l'affirmative. Je serais tenté de répondre par la négation parce que, au-delà des efforts que nous connaissons, parce qu'il faut le reconnaître, on est passé, s'il s'agit seulement d'un élément du système électoral qu'on appelle j'allais dire, l'ONEL que nous avons connu, l'Observatoire national des élections, c'est-à-dire au départ, dans les années 90, quand on est retourné au multipartisme, l'opposition à l'époque et la société civile estimaient que ce n'est plus le ministère de l'Intérieur qui devait organiser les élections. Ce ne devrait plus être le MINAT à l'époque. Et l'effort consenti par le pouvoir était d'offrir aux Camerounais l'Observatoire national des élections, ONEL. Mais les insuffisances d'ONEL 1 ont fait en sorte qu'on aille à ONEL 2. Mais très vite, les grosses insuffisances d'ONEL 2 ont poussé l'opposition à obtenir, non pas la commission électorale nationale indépendante que l'opposition continue à souhaiter jusqu'à aujourd'hui, mais on a eu ELECAM, Elections Cameroun 1, Elections Cameroun 2, et l'opposition aujourd'hui souhaite, au minimum, Elections Cameroun 3, ou alors tout simplement la commission électorale nationale indépendante. Parce que ELECAM qui existe aujourd'hui, malgré la loi qui l'organise et explique son fonctionnement, qui souligne même que c'est un organe indépendant, la réalité montre que ELECAM n'est pas un organe indépendant. Il est à la solde du pouvoir. Ça, c'est deux. De deux, pour consolider mon propos, dans le sens que ce que dit le président de la République n'est pas vrai, c'est que, au jour d'aujourd'hui, il y a unanimité sur une chose. Et dans cette unanimité, les responsables de l'ELECAM sont d'accord. L'opposition est d'accord. La société civile est d'accord. De la nécessité de la réforme consensuelle du système électoral. On ne comprend pas qu'aujourd'hui, ce soit le pouvoir, que ce soit au sein du pouvoir et même le RDPC, qui ne veuille pas de la réforme du système électoral de manière consensuelle. Cela m'amène finalement à répondre définitivement à votre question pour dire que cette jeune démocratie qui avance avec des cailloux dans la chaussure, des cailloux entretenus par le pouvoir pour ne pas faciliter un processus démocratique libre, régulier et transparent. Après vous, Edmond Kamgia, Maître Moustapha Ngwana, le SDF a payé de la vie de certains de ses militants pour obtenir un certain nombre de mesures visant au respect de la liberté d'expression et la liberté d'opinion politique. Aujourd'hui, le président de la République, lui, estime que le processus démocratique respecte la Constitution et les lois en vigueur au Cameroun. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que vous avez le même regard sur notre processus démocratique au Cameroun? Je crois que le président se parlait à lui-même, ou bien il parlait, comme a dit Edmond tout à l'heure, aux militants de sa formation politique. Étant très souvent acteur du processus électoral dans sa phase juridique et judiciaire, je puis vous dire que
nous avons une kyrielle d'insuffisance qui ne permettent pas de pouvoir dire que nous sommes dans un système véritablement démocratique. Parce que vous avez en face de vous tout un système qui est mis sur pied pour favoriser la pérennisation d'un individu au pouvoir. Même lorsqu'on choisit même lorsqu'on désigne des organes qui sont censés créer l'équilibre entre les différents protagonistes, ceux qui sont choisis au sein des organes en question, ce sont les militants du RDPC qui ont démissionné la veille. Je prends le cas du Conseil constitutionnel qui devrait être au final le régulateur de l'élection des élections, qui est l'élection présidentielle. Vous comprenez que le SIF, comme vous le dites, s'est battu, on a eu les urnes transparentes, on a eu des avancées, mais malheureusement ces avancées sont balayées ces dernières années par une brutalité que rien n'explique. Parce que lorsque vous parlez du processus électoral, pour y parvenir, il faudrait quand même que toutes les autres libertés puissent s'exprimer. Il faut que la liberté d'expression, la liberté de réunion, la liberté d'opinion, toutes ces libertés-là, malheureusement, sont mises à mal ces dernières années par le pouvoir. Je l'ai souvent dit, lorsque nous sommes sur la scène politique, ce n'est pas parce que les malheurs des uns peuvent également être les malheurs des autres demain. Je vois par exemple le musulman dont souffrent nos camarades de l'opposition du MRC, qui font l'objet d'une adversité que rien n'explique. Et le chef de l'État, dans la position qui est la sienne, se donne plutôt un jeu de provocation, parce que malheureusement... Où est-ce que vous voyez la provocation dans son discours? Non, lorsqu'il dit que certains militants... Lorsqu'il dit qu'on a essayé de faire de l'insurrection sous le prétexte de marche pacifique, j'ai le sentiment quand même que pour un chef de l'État, c'est très gros. Des individus ont le droit, je l'ai dit et je le remartèle, ont le droit de dire Paul Biya Mosgo. Dire que Paul Biya Mosgo ne constitue en rien une démarche insurrectionnelle. Encore que lorsque la liberté de manifester, la liberté d'opinion, la liberté d'expression sont des droits qui sont des droits fondamentaux au Cameroun. Ça fait partie du préambule de notre Constitution. Et notre préambule de notre Constitution sacralise les différentes libertés que je viens de mettre en perspective. Malheureusement, le président de la République est complice par ce type de discours, des actes qui sont posés par les forces de maintien de l'ordre et sa formation politique. Vous avez vu récemment le leader du MRC qui a été détenu à son domicile de manière illégale, de manière grossière, et nous avons fini même par exporter ces méthodes-là qui sont d'un autre âge et qui n'honorent pas notre pays. Le Cameroun mérite mieux que cela. Le président de la République, lorsqu'il fait un discours comme celui-ci, il doit pouvoir rasséréner, il doit pouvoir fixer le cap, il doit pouvoir générer l'espoir. Malheureusement, on a le sentiment que c'était une espèce de sophisme, parce que je voulais même dire philosophie, mais non, c'était du sophisme pur. Le président était partout sauf là où on l'attendait. Quelles sont les perspectives du Cameroun dans les prochaines années? Je sais qu'il y a des volets économiques que vous allez aborder tout à l'heure, mais où est-ce qu'on va? Où est-ce que va le Cameroun? On nous parle aujourd'hui de stratégie nationale de développement, sans avoir fait le bilan du DSCE, on est en train d'avancer, on avance droit dans un mur, et si ce n'est dans un gouffre qu'on est en train de tomber. Donc, malheureusement, notre pays est à la croisée des chemins, et j'espère que cette année sera meilleure, et je le dis toujours, quelle que soit la méthode qui sera utilisée aujourd'hui, qui va permettre à ce qu'il y ait un renouvellement de la classe politique camerounaise, je suis preneur. Il faut qu'on le dise. Le Cameroun est aujourd'hui ankylosé, sclérosé, parce que son chef est inaudible. Il est inaudible et il est quasi inexistant. C'est pourquoi quand les gens disent parfois qu'il est mort, c'est pas la mort physique, mais c'est parce que monsieur est totalement absent de toutes les questions qui intéressent la vie de la nation. Ce qui donne la possibilité aujourd'hui aux gens de voguer à volo. Vous entendez le Premier ministre prendre une mesure le matin, c'est le ministre de l'administration territoriale qui dit exactement le contraire. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de capitaine à bord. Le gouvernail a foutu le camp. Donc nous avons absolument besoin de ce qu'on puisse nous rasséréner au terme d'une communication comme celle-là et qu'on puisse savoir où est-ce qu'on amène notre pays et qu'on puisse également faire le bilan de l'année qui s'est écoulée. Malheureusement, nous n'en avons pas eu le sentiment. Après vous, Maître Moustapha Ngwana, Célestin Bedzigui, le professeur Maurice Kamto parle d'ensauvagement de l'appareil de l'État. Pour lui, le Cameroun est devenu un totalitarisme décomplexé, alors que le chef de l'État, Paul Biya, estime
qui est un processus démocratique qui est en cours, qui plutôt est en construction et qu'il œuvre pour que le Cameroun reste un pays démocratique. Sur ces deux regards sur la vie publique nationale au Cameroun, quelle est votre position? Bon, je voudrais d'abord dire que vous ne me ferez pas tomber dans cette trappe qui serait ici de venir juger les propos du professeur Kamto. Il est président du MRC, je suis président du PAL. S'il faut que j'ai à juger les propos de quelqu'un, c'est d'abord les miens, éventuellement ceux du président de la République. Et d'ailleurs, je dois le souligner en passant, que je suis pas très à l'aise lorsque j'entends dire que tel est élu, tel n'est pas élu. Vraiment, ça ne me semble pas être approprié. Ceci étant dit, je vous avais retenu, je m'interdis d'interpréter les propos du professeur Kamto. Je suis président du parti, je suis président du parti, et il ne me revient pas d'interpréter les paroles d'un représentant du parti. Ceci étant dit, disais-je, pour moi, cette année 1991, c'est le discours du président, notamment relativement à la démocratie, devrait nous amener à réfléchir en profondeur. Pourquoi? Parce que 2021, c'est le 30e anniversaire de la tripartite, au cours de laquelle ont été jetés les fondements de la démocratie que nous devrions vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, après 30 ans, nous devrions être en pleine démocratie au Cameroun. Et nous sommes à quel niveau concrètement, 30 ans après? Non, mais je veux dire, mon verdict est simple, c'est par un apothème. Je dis, on ne peut pas être en démocratie dans un pays où il y a encore des prisonniers d'opinion. Donc nous ne sommes pas en démocratie. Malheureusement, il y a une certaine pratique qui est difficile à expurger du comportement du système gouvernant, qui est celle de cette légèreté à priver les autres Camerounais de liberté parce qu'ils ont émis une opinion. Il y a cette pratique qui est là et qui, en vérité, signe un fait indéniable. Nous ne sommes pas en démocratie parce qu'en démocratie, on ne peut pas avoir des prisonniers d'opinion. Or, au Cameroun, nous avons encore des prisonniers d'opinion et ça, de manière incontestable, c'est ce qui doit être dit. Et moi, je dis, si le chef de l'État nous suit en ce moment, moi, je l'inviterai tout simplement. Il l'a fait par le passé. Il a demandé un arrêt de poursuite, qui est un arrêt de poursuite pour tous ces Camerounais, tous ces compatriotes qui comparaissent devant le tribunal militaire ou qui sont déjà Mais le condamnés. gouvernement les accuse d'être les auteurs d'un projet insurrectionnel, d'où les procédures judiciaires en cours. Vous savez, que pensez-vous de la démarche du gouvernement face à ceux qui ont manifesté plusieurs fois pour dénoncer justement la situation du pays? C'est bien ce que je dis. Je dis que des attitudes comme celles-là sont des manifestations d'une répression de la démocratie. Ils doivent être condamnés et on doit mettre un terme à cela. Ça, c'est essentiel. Parce qu'on ne peut pas estimer que la démocratie ne peut se manifester que selon la vision de certains. Je ne pense pas. Que ce soit monsieur le ministre, j'ai entendu parler du ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration éditoriale, qui doivent fixer la manière dont la démocratie doit être exercée dans notre pays. Non, il y a une question de bon sens. Et d'ailleurs, si on regarde autour de nous, on voit bien que certaines formules utilisées comme un appel à l'insurrection ou toute autre chose, ou président élu ou autre, n'ont pas donné lieu à ouverture des portes des prisons. Vous avez vu au Zaïre, au Congo, je veux dire, après l'élection de Tshisekedi, son adversaire, Faoulou, il a continué à se proclamer président élu. Il a organisé des grosses manifestations. Jamais personne n'a été arrêté et cela n'a pas du tout changé le cours normal des choses. Alors, pour revenir quand même à ce point précis, je crois que le débat qui se déroule, ou bien le ping-pong qui se déroule entre deux présidents du parti, je les considère comme des présidents du parti, entre deux présidents de parti. Président national du RDPC et président du MRC, oui. Oui. Je pense que cette partie de ping-pong-là ne sert pas le Cameroun, encore moins les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, on nous enferme dans un débat politicien. On ne devrait plus en être là. La question centrale pour le Cameroun aujourd'hui, c'est la question économique. C'est elle qui détermine les conditions de vie des Camerounais. Autrement, mais avant qu'on y parvienne, oui. Il y a des problèmes de fond qui persistent dans ce bras de fer qui concernent le système électoral et le processus électoral au Cameroun. Oui. 2 ans après l'élection présidentielle, il y a des leaders politiques ayant participé à ce scrutin qui ont posé le problème relatif à la révision du système électoral. Un problème qui est posé depuis de nombreuses années par le SDF. Sur ce point-là, sur ce point précis,
il est évident qu'en République, la recherche de solutions consensuelles est le meilleur procédé qui soit. Le fait que le régime ou le système gouvernant ne veuille pas une véritable confrontation d'idées et se contente plutôt de manifestations sous forme de, je voudrais dire, de cosmétiques, bloque le débat aujourd'hui. Et finalement, ceux qui suivent, ils sont dans leur jeu, ceux qui suivent le régime dans son jeu, nous enferment dans une démocratie comprise comme procédure. Parce qu'ils jouent le jeu, ils créent des organes, ils créent des mécanismes comme le vote, mais au fond, la culture démocratique n'est pas inclus dans le comportement des Camerounais. Or, il faut que nous passions d'un état de démocratie en tant que procédure et qu'on passe à la démocratie en tant que culture. Parce que la démocratie en tant que culture, elle est beaucoup plus exigeante. Dans une situation de démocratie en tant que culture, il est exclu que quelqu'un puisse être arrêté parce qu'il a émis une opinion, que ce soit en marchant ou que ce soit dans son lit, que ce soit sur un ordinateur. Il n'y a pas de prisonniers d'opinion dans une démocratie. Ça, il faut le dire, il faut le clamer, il faut le redire. Et ceux qui aujourd'hui maintiennent des gens en prison pour leur opinion, ils rament contre la démocratie, ils sont des antidémocrates. Si le chef de l'État ne prend pas l'importance de cette pratique-là, de cette malfaisance-là, alors vraiment, nous aurons beaucoup de peine à devoir le considérer un peu comme, à défaut d'être l'initiateur, mais d'être une forme de complice de cet état de choses. Après vous, Célestin Benzigui, Georges Meka à Besselo, qui nous a rejoint sur le plateau, il est économiste et militant du PCRN sur l'évolution du système démocratique au Cameroun. On a perçu dans les propos des 3 principaux candidats à l'élection présidentielle des critiques sur l'absence de volonté politique pour améliorer les conditions de vie des Camerounais, pour améliorer le système politique au Cameroun. Cabral Bibi, lui aussi, s'est exprimé sur la question, tensant l'absence criarde du chef de l'État. Alors que de l'autre côté, le chef de l'État, Paul Biya, estime qu'il y a une volonté du gouvernement à résoudre ces problèmes, à améliorer le processus démocratique au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Merci, monsieur Moufele. Je vais d'abord prendre une posture républicaine et historique pour vous répondre. Dans les années 90, je passais mon bac et je me souviens, à l'époque, il y avait des débats politiques autour de l'ouverture, justement, démocratique et multipartiste. Et à mon jeune âge, j'ai observé même des cadres du RDPC qui étaient descendus dans la rue et avaient dit non au multipartisme. Mais en dernier ressort, c'est leur président du parti, chef de l'État, qui a dit « nous allons passer à une ouverture ». Et plus de 30 ans après, moi-même, je fais l'expérience d'être candidat au régional au sein du Vouri. Première expérience politique, nous sommes descendus sur le terrain, nous avons rencontré les chefs traditionnels, nous avons rencontré les conseillers municipaux. Ça a été un dialogue pour moi franc. Bien évidemment, je suis sorti gagnant. Peut-être pas en étant conseiller régional, mais quand même avec une note de satisfaction sur le processus démocratique, que j'ai trouvé des discussions avec des grands électeurs libres, des discussions franches. J'ai assisté au vote, j'ai assisté au dépouillement. Le vote s'est passé sans problème. Oui, il y a des imperfections à notre système du code électoral, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aller voter. Et là, je pense que nous enfermons nous-mêmes dans un débat politique. Voilà que depuis samedi 2 janvier 2021, les bureaux d'Elecam sont ouverts pour les inscriptions. Mais jusqu'au 31 août 2021, mais nous allons observer des Camerounais qui consomment plus de bouteilles de bière que ne détiennent une carte électorale. Et ça, en politique, nous devons inviter les Camerounais. Et je pense que si à partir de lundi, 4 janvier, nous commençons à voir 25 000 Camerounais qui s'inscrivent par bureau de vote, qui, dans tout le territoire du Cameroun, nous aurons d'ici le 31 août 2021 plus de 80% des Camerounais éligibles à voter qui participeront. Et c'est pourquoi au sein du PCRN, nous ne cessons de clamer que c'est un vote, une inscription massive, un vote massif, c'est une arithmétique. Et on ne peut pas
sans arithmétique, changer la balance. Mais dans cette équation je termine. Dans l'équation que vous évoquez, il y a plusieurs inconnus qui restent. Oui, il y a plusieurs inconnus qui restent. Le SDF, le MRC, au-delà de la participation massive à ces élections, il y a le processus électoral, le système en lui-même, qui, selon plusieurs formations politiques, ne garantit pas, même s'il y avait une inscription massive, une participation massive des électeurs, ne garantit pas que l'expression des suffrages soit respectée au regard d'un certain nombre de mécanismes controversés qui existent encore. Est-ce que c'est sur ce point-là que les partis politiques devraient plutôt se retrouver? Tous les pays qui ont eu des changements démocratiques en Afrique ces 30 dernières années, ça n'a pas été la virgule du code électoral, ça n'a pas été la parenthèse du code électoral, ça a été le vote massif, les inscriptions massives qui se sont faites, que ce soit au Ghana dernièrement, où c'est plus de 80% des électeurs qui sont allés voter. Nous avons vu à côté de nous les risques qu'il a failli avoir en Centrafrique, de libyaniser la Centrafrique au moment d'un processus électoral. On a failli copier-coller ce qui s'est passé en Libye, mais les Centrafricains sont allés massivement voter et redonner la confiance au président actuel de manière indiscutable. Quel que soit le schéma électoral, le code électoral peut être une thèse. Et dans une thèse qui est soumise à des professeurs, à des agrégés, il y aura toujours quelqu'un qui viendra dire que nous pouvons améliorer ci, nous pouvons améliorer ça. L'exemple de la Côte d'Ivoire est parfait pour nous aujourd'hui au Cameroun. Tout le monde a voté la nouvelle constitution en 2016, ils sont allés aux élections et puis tout le monde a dit non, c'est pas possible, c'est un deuxième, c'est un troisième mandat. Les gens ont décidé de ne pas voter, mais le processus est clair et net. Je le redis et je crois fortement, comme il y a eu aux États-Unis dernièrement, 156 millions d'Américains ont voté à une élection cruciale. Je crois que l'arithmétique doit pouvoir continuer de compter. Lundi 4 janvier 2021, les bureaux d'Elecam sont ouverts pour les inscriptions. Combien de Camerounais iront s'inscrire? Nous en trouverons encore dans les bars, nous en trouverons encore ceci. C'est comme à l'heure actuelle, lorsque nous regardons les matchs de football sous le Covid. Mais les stades sont vides. On a plutôt l'impression que c'est un entraînement. Et pourtant, le 12e joueur dans les grandes compétitions, nous savons, ce sont les spectateurs. Donc, continuons d'affirmer que le changement politique au Cameroun ou de la gouvernance doit se faire par un vote consensuel, massif de l'ensemble des Camerounais. C'est le défi. C'est pas parce que le système éducatif n'est pas le meilleur que nous n'envoyons pas nos enfants à l'école obtenir des bacs, obtenir des licences, obtenir des masters. Levons d'abord, demandons d'abord aux Camerounais, engageons-les à aller voter, ce que nous allons commencer ici à Douala la semaine prochaine, et de dire la clé du changement. Tous ceux qui ont 16 ans, qui ont eu 16 ans en 2020, seront éligibles de voter en 2025 selon le calendrier électoral. Et ils représentent aujourd'hui 60%, plus de 60% de la population. Si tous ces gens se lèvent pour aller s'inscrire et voter, je peux vous dire que face au nombre, les magouilles, les intelligences ne vont pas prévaloir. Après vous, Georges Mokabesolo, Célestin Bédigui, vous souhaitez réagir? Oui. Arithmétique dans le processus électoral pour parvenir à un changement d'ici 2025? Absolument. Est-ce que vous y croyez concrètement lorsque vous faites les différents scénarios possibles? Absolument. Moi, je suis un partisan de la participation. Parce que je pense que, à défaut de prendre des armes pour changer les choses, la seule manière de faire changer et d'obtenir des changements pacifiques, c'est d'investir le système, d'atteindre une masse critique telle que, même s'il y a magouille, parce que la magouille dans le cas du Cameroun actuel n'excède pas 5 à 10% des votes. J'ai été dans une élection, dans le fief du RDPC, je peux dire que j'ai battu le RDPC. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que ce qui se passe est d'une nature telle que qui puisse justifier qu'on ne participe pas au vote. Personnellement, je n'adhère pas à cette vision-là. En revanche, il existe 3 problèmes sérieux qui méritent d'être adressés au sens anglophone du terme. Le premier problème
rend la légitimité de la personne qui est élue questionnable, au sens où, et là je rejoins mon prédécesseur en prise de parole, ce qu'il a dit, et ils vont certainement rencontrer sur le terrain, parce que nous disons que les 4 prochaines années, nous allons les consacrer à exhorter les Camerounais à s'inscrire, à faire comprendre à chaque Camerounais combien puissant est son bulletin de vote. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 25 millions de personnes. Mais le président élu, je crois, a eu peut-être 2 500 000 voix. 2 500 000 voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand on prend l'ensemble de la population, c'est 10% de la population, c'est une légitimité qui est questionnable. Alors que si on devait remonter au niveau du potentiel électoral réel du Cameroun, qui est de l'ordre de 12, à mon sens, c'est entre 12 et 13 millions de personnes, ça changerait complètement les choses. Ça, c'est le premier point qu'il faut absolument que, de manière mutualisée et syndicalisée, les partis politiques se mettent au travail, y compris au RDPC, amener les populations à les s'inscrire. Le deuxième point porte sur l'influence abusive utilisée par les agents supérieurs de l'État au moment du vote, qui descendent sur le terrain et constituent une espèce de... Et ils mettent les populations dans une espèce de grille en acier pour qu'elles ne sautent pas. Elles ne sautent pas hors de leur influence, parce qu'ils font croire que s'ils ne sont pas votés dans leur village, ils vont perdre leur poste à Yaoundé. C'est-à-dire que c'est un point capital où il y a un abus. Il y a un abus qui ne peut pas continuer à être toléré. Et le troisième point, c'est la transparence de l'origine des ressources utilisées par les uns et les autres pour les campagnes électorales. On ne peut pas comprendre. Moi, j'étais à l'élection. Vous allez à une élection, même au niveau d'une commune, mais en face de vous, vous pouvez faire un budget de 20 millions, 30 millions, mais il y a des gens qui mobilisent 100, 150 millions de francs, 200 millions, voire plus. À la dernière élection présidentielle, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une campagne pendant la première semaine. Après, au cours de la deuxième semaine, quand les gadgets d'un candidat sont arrivés, il n'y avait plus de campagne. C'était la distribution des gadgets, la discussion des gadgets. D'où venaient ces immenses ressources qui ont permis qu'on acquiert autant de gadgets, parce que ça devrait se chiffrer en dizaines de milliards. Vous avez vu ce qui se passe en France avec Sarkozy ou dans les autres pays où on réglemente les ressources financières qui sont utilisées par chaque candidat à l'occasion des élections. Tant qu'on laisse perdurer un tel déséquilibre et tant que l'origine des fonds utilisés n'est pas du tout identifiée, on va continuer à se plaindre, on va continuer à dire il faut une réforme du système. Et effectivement, il faut une réforme du système, il faut une conversation sur ce sujet, mais de mon point de vue, cette conversation devrait porter sur ces 3 points. Alors, 1, les inscriptions. 2, l'influence des fameuses élites. 3, les prélèvements de fonds publics par certains candidats pour pouvoir battre campagne. Alors, après vous, Célestin Bézigui, j'aimerais avoir la réaction de Pierre-Emmanuel Bignam. Ces différents éléments, pour vous, suffisent-ils à garantir la transparence du processus électoral au Cameroun? C'est-à-dire, quand j'écoute M. Abessolo et Sa Majesté Bézigui, j'ai l'impression qu'ils ne vivent pas au Cameroun. Du moins, dans le même Cameroun dans lequel je vis. Le Cameroun dans lequel je vis est celui où il n'y a pas d'acte de naissance. La proportion de la population qui détient les actes de naissance est tellement faible. On connaît des zones dans l'extrême nord et dans le nord Cameroun où plus de la moitié des enfants qui naissent qui sont âgés de 0 à 5 ans n'ont pas d'acte de naissance. Le Cameroun dans lequel je vis est celui où il n'y a pas de carte nationale d'identité. On n'en produit plus depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Ma mère qui vit à Edea actuellement a déjà fait 2 CNI, 2 récépissés depuis 2016. Aucune carte nationale d'identité n'est sortie. J'ai des nièces qui ont des récépissés accumulés. On ne fait qu'ajouter les validités. C'est le Cameroun dans lequel je vis. Les gens n'ont pas de CNI et vous voulez qu'ils aillent s'inscrire pour avoir les cartes d'électeurs. On est où là? On est en train de raconter des rêveries aux Camerounais ou on est en train de raconter, de dire la vérité, de peindre le
l'espace politique camerounais tel qu'il se trouve. Alors, cette histoire de vote massif et tout cela ne peut pas tenir. Parce que selon l'esprit de Paul Biya, il faut écouter l'esprit de la personne qui parle. Lorsque j'étais encore plus jeune, je pensais effectivement à la thèse selon laquelle ce sont les ministres des différents gouvernements de Paul Biya qui détournent souvent sa vision politique, économique et sociale. Mais lorsque j'ai commencé aussi à prendre de l'âge, j'ai commencé à réaliser que, en fait, la principale matrice de tout ce que nous vivons au Cameroun, c'est le président Paul Biya lui-même. C'est Paul Biya qui est le cœur de tout ce que les Camerounais connaissent comme difficulté, comme souffrance. C'est lui qui conçoit tout ça. Parce que vous ne pouvez pas me dire que dans son dernier discours, par exemple, il se targue de se vanter de ce que le Cameroun est une jeune démocratie et que les pays dits démocratiques ont passé des siècles avant d'y arriver. Il oublie que le Sénégal à côté de lui, le Sénégal à côté de lui a eu l'indépendance au même moment que le Cameroun. Il oublie que le Ghana à côté de lui a eu l'indépendance au même moment que le Cameroun et que dans ces pays-là, on a déjà connu l'alternance au sommet de l'État, au moins avec 4 à 5 présidents. Donc, selon l'esprit, dans l'esprit du président Paul Biya, pour lui, la démocratie, ce sont les élections qui consistent à faire un changement de leadership au niveau de la base, c'est-à-dire qu'au niveau des 360 mairies et du Parlement. Ce Parlement dont il a pris et il a mis dans sa poche, qui est moribond, qui est morbide, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est désuète. C'est comme ça que lui conçoit la démocratie. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que le président Paul Biya, 38 ans après au pouvoir, est toujours le seul à présider à la destinée des Camerounais. Donc pour lui, la démocratie, ce n'est pas l'alternance au sommet. Et on sait que c'est le sommet qui impulse une politique qui impacte le bas. Le leadership, le paradigme de leadership doit être impulsé à partir du sommet. Et selon Paul Biya, le sommet doit rester statique parce que sa chaise est une chaise sacrée. Lorsque Dieu a créé le Cameroun, il a créé Paul Biya et il a destiné à être président à vie sur les Camerounais. Et lorsque chaque fois les partis politiques, les sociétés, les organisations de la société civile sont en train de mener des actions pour permettre une alternance au sommet de l'État, afin de voir s'il y a une possibilité d'impulser un nouveau leadership sur les institutions de notre pays et sur la population, pour enfin expérimenter peut-être une prospérité et autre chose meilleure pour notre pays. Le président Paul Biya devient farouche. Donc, mais est-ce que vous ne pensez pas que justement la participation massive des électeurs à la prochaine élection présidentielle pourrait faire pencher la balance en faveur d'un candidat autre que celui du candidat au pouvoir, du parti au pouvoir? Lorsque le SDF, à travers la coalition, en 1992, a amené le Camerounais à faire un vote populaire et que ni John Fundi a gagné l'élection présidentielle, ça a changé quoi? C'est Paul Biya qui est toujours là. C'est Paul Biya qui est toujours là. À l'époque, il n'avait même pas encore, je crois à l'époque c'était encore l'ONEL. Il n'avait même pas encore, c'était même le MINAT qui gérait les élections. Il n'avait pas encore lancé l'ONEL 1, ONEL 2 et puis ELECAM aujourd'hui, dont il a taillé à sa guise. Et on va ajouter à cela les préfectorales. On sait que c'est le PV de ELECAM qui fait foi avec cette commission départementale des élections, dont le préfet est le patron. La préfectorale est au service de Paul Biya. Vous imaginez que même pendant les élections législatives et municipales, dernier de février 2020, nous avons assisté, moi j'avais constitué un dossier de conseiller municipal à Douala 5e. Je vous assure que je suis arrivé dans une mairie, dont je ne vais pas citer ici, de naissance, pour certaines pièces qui ont été demandées. L'officier d'état civil m'a regardé. Il m'a dit, monsieur Bignam, c'est pour quel parti? J'ai dit pour le MRC. Il s'est levé de sa chaise, il est parti. J'étais obligé
d'appeler le maire, je dis le maire, qui est en déplacement. Et c'est le maire qui lui a intimé l'ordre de venir immédiatement me délivrer. Et le maire lui a demandé, pourquoi tu fais ça? Donc nous avons ce type d'adversité. Nous avons des sous-préfets qui ont abandonné leur bureau pour ne pas signer les certificats de domicile aux candidats de l'opposition. Donc la préfectorale est au service du roi Paul Biya. Ajoutez à cela l'organe qui est en charge des élections. Nous savons que dans ce pays, il y a des individus, il y a des citoyens comme Roméo Dika qui a déclaré qu'il a volé 43 urnes au profit du RDPC. Imagine une seule personne qui vole 43 urnes. Vous multipliez par le nombre de cadres que le RDPC a. Et vous mettez même 40 urnes par personne. Ça veut dire que le pourcentage parce que tout à l'heure, Sa Majesté Bézigui a dit le pourcentage, la marge de manœuvre des Mi'kmaq est autour de 5%. Je dis non. Ce n'est pas 5%. On est autour de 90% de magouille pour les élections. Autour de 90%. Non, vous avez la préfectorale qui est à votre service. Vous avez l'ECAM qui est à votre service. Vous avez le Conseil constitutionnel qui est à votre service. Vous pouvez gagner quelle élection à Paul Biya? Donc le problème du Cameroun, que le Cameroun connaît aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous ayons enfin un système électoral consensuel qui va nous permettre d'attaquer l'alternance au sommet de l'État. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça vient de Paul Biya. Toute la misère des Camerounais. Votre position a été bien comprise. Il faut indiquer que le RDPC n'a pas officiellement reconnu les vols qui avaient été dénoncés par Roméo Dika. Et en 92, la Cour suprême avait déclaré le chef de l'État vainqueur de l'élection présidentielle. Je reste avec vous, Maître Moustapha Ngwana, sur cette question du système électoral. D'autres leaders politiques estiment ou misent sur un vote massif, une participation massive des électeurs pour troubler la machine de tricherie électorale et obtenir une véritable alternance démocratique. Quel est votre point de vue? Je pense qu'il faut non seulement qu'il y ait de l'arithmétique, et il faut également que la machine électorale elle-même soit empreinte d'un minimum de sincérité. Je crains que mon ami Bignam, dont je partage très souvent l'opinion, ne tienne un propos qui puisse décourager plus tard les Camerounais à pouvoir participer véritablement au jeu électoral. Exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès à présent, il faut toujours encourager les Camerounais à pouvoir s'inscrire. Parce que, voyez-vous, si demain la coalition, qui est peut-être une alésienne aujourd'hui au Cameroun, finissait par être mise sur pied, on peut se retrouver dans une situation dans laquelle ce n'est que les militants du RDPC qui sont inscrits. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que le RDPC, lui... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Juste, s'il te plaît, avant d'avancer. Je n'ai pas découragé les gens à s'inscrire. Le MSC est impliqué dans le processus d'inscription sur les listes électorales. D'accord, ce que je tiens à dire... Je dis qu'on donne les cartes d'entrée aux gens, ils vont s'inscrire plus massivement. Donc, ce que j'ai bien compris, j'ai bien compris. Mais moi je crois également que nous avons une mission pédagogique quand nous sommes aussi à la télévision. C'est qu'il faut tenir un discours qui est avec une certaine cohérence, qui encourage les Camerounais à ne pas complètement abandonner l'environnement politique. C'est que vous allez voir que malheureusement, il faut qu'on le dise également, les personnes qui peuvent le plus apporter dans l'environnement politique camerounais, malheureusement, c'est des intérêts de la politique. Parce qu'ils sont convaincus qu'il s'agit d'un milieu de ripoux et autres. Mais il faut qu'on fasse croire aux uns aux autres que non, qu'il est possible de faire changer les choses. Et si il est possible de faire changer les choses, il faudrait également que tout le monde y mette du sien. Je suis pour que les Camerounais s'inscrivent de manière massive, parce que je crois qu'on finira un jour par trouver l'équation, mais cette équation ne va pas être trouvée si les Camerounais eux-mêmes ne participent pas au jeu. Donc je pense qu'il y a une dimension arithmétique qu'il faudrait avoir. Et je suis également conscient des différentes difficultés qu'il y a à pouvoir mettre sur pied, à pouvoir constituer même seulement les dossiers pour les candidats. Mais ces difficultés-là ne doivent... C'est-à-dire que nous aussi de l'opposition devons trouver les moyens de pouvoir contourner ces difficultés, parce que je lisais encore une tribune, je crois que c'est mon gars qui l'a fait. Nous, ceux qui font la politique sont tout autant coupables que le peuple, sinon plus coupables encore. Donc il faudrait que nous ayons
Le discours qui amène les uns et les autres à s'intéresser à l'environnement politique, à pouvoir participer activement au jeu. Je dois le dire, il y a la fraude, il y a la corruption, il y a beaucoup de mécanismes qui empêchent que le jeu puisse se mettre sur pied. Mais je suis convaincu également d'une chose, c'est que si les citoyens participent de manière active et que chacun décide de veiller à son vote, ça dit que la fraude va peut-être exister, mais elle va être amenuisée, véritablement. Voyez-vous, par exemple, dans les grands centres urbains, je prends par exemple Douala, il est plus difficile de tricher à Douala que de tricher, par exemple, dans l'arrière-pays. Parce qu'à Douala, il y a des gens à un certain niveau, dans les grandes villes, les gens à un certain niveau, et contrôlent mieux le vote que dans les villages où les gens se font acheter avec 1000 francs, 2000 et autres, vous comprenez, et les gadgets. Donc on est content d'avoir reçu un panier. Avec le panier en question, bon, on se dit qu'on est obligé d'aller voter. Donc il faut que l'arithmétique soit mise sur pied, mais il faut également que le système dans son entièreté soit toiletté. Et les systèmes modernes aujourd'hui, c'est les élections à 2 tours. C'est les élections à 2 tours. Il faut qu'il y ait une élection présidentielle à 2 tours au Cameroun. On en a véritablement besoin. Il faut qu'il y ait une biométrie intégrale. Parce que je crois que quand on parle de fraude aujourd'hui, si la biométrie est intégrale, je peux vous dire qu'on va limiter de manière substantielle la fraude qui est aujourd'hui perpétrée et qui permet au RDPC de gagner même lorsqu'il ne devrait pas. Parce que j'étais au Conseil constitutionnel, j'ai plaidé un dossier avec le professeur Koumbondo était avec nos conseils constitutionnels. Je crois qu'il a parlé du bureau de vie de son village, c'est Eboumenou, où il y a au moins 100% de votants. Or, sur la liste des électeurs, il y avait au moins 5 personnes qui étaient décédées et dont il avait été aux effets d'au moins 3. Puis ce sont ses cousins, c'est le même clan. Vous comprenez? Donc, quand on a affaire à des situations comme ça, si on a la biométrie intégrale, depuis l'établissement de la carte jusqu'au résultat, ça fait que vous ne pouvez pas venir voter pour quelqu'un qui est décédé. Donc le système, il y a une espèce d'autocontrôle à travers la biométrie qui permet que le système soit encore plus efficient. Donc je pense qu'aucune solution n'est écartée. Il faut absolument qu'il y ait une véritable arithmétique, que les forces politiques, que les Camerounais s'inscrivent massivement sur les listes électorales et surtout qu'ils soient des acteurs. Parce qu'en réalité, les Camerounais se comportent comme s'il y a un héros messianique, comme si la manne tombera du ciel. Aucun peuple chaque peuple se sauve par lui-même. Chaque peuple se sauve par lui-même. Donc les Camerounais doivent participer au jeu électoral. Et j'ai coutume de le dire même sur votre plateau. Moi, je suis très fort en peine lorsque je parle de la situation de notre pays. Nous avons au sud du Sahara l'une des meilleures substances grises. En termes de capacité intellectuelle, le Cameroun est de très loin au-dessus de la plupart des pays qui l'environnent. Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Ça ne marche pas effectivement parce que ceux qui doivent être les acteurs, ceux qui doivent participer au jeu politique, préfèrent l'abandonner parce qu'ils disent que c'est une affaire de ripoux et autres. Et on finit par se retrouver avec des acteurs qui jouent à un jeu malsain où les ministres disent « vous êtes le meilleur président du monde mondial ». Et on dit que vous avez été avocat. Non, ce n'est pas comme ça que cela doit se passer. Je pense que nous pouvons faire les choses différemment. Nous pouvons donner de l'espoir à nos populations. Nous pouvons donner de l'espoir à notre pays. Et notre pays doit pouvoir sortir de l'ornière dans lequel il se trouve. Parce que nous, les acteurs du processus électoral, nous avons mis sur pied une machine qui permet aux choses d'avancer. Le Conseil constitutionnel même lui-même doit être toiletté. Il doit être toiletté. Elekam doit être toiletté. Puisque Elekam même, dans ses derniers rapports, dit clairement qu'il faut qu'il y ait une réforme du système électoral. Si l'institution elle-même le dit, qui sommes-nous pour pouvoir prétendre le contraire? Donc nous avons certes besoin de l'institution, mais si l'institution finit par être toilettée et qu'il n'y a personne pour aller voter, on risquera de se retrouver avec quasiment les mêmes résultats. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait un savant dosage, aussi bien de l'aménagement du système à son intégralité par des textes qui sont novateurs, qui tiennent compte des véritables équilibres démocratiques, qui ne protègent pas les intérêts d'un seul individu, mais à côté, il faut que le peuple camerounais lui-même fasse l'effort qui est nécessaire pour pouvoir se libérer de la dictature sous laquelle nous ployons depuis plus de 5 décennies. Et pour susciter l'espoir, Edmond Kamgia, il faudrait bien que les Camerounais puissent vivre décemment et avoir accès à 3 repas par jour et les moyens de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Ça n'a pas été une réalité en 2020 avec l'impact économique de la crise sanitaire, mais avez-vous eu le sentiment que dans le discours du chef de l'État, il y a eu des annonces fortes pour la relance de la croissance économique au Cameroun, pour fixer un cap meilleur en 2021?
Céline Noufélé, avant de répondre à cette question, je voudrais dire un mot sur le débat précédent, qui est très important. Le débat relatif au système électoral globalement et de manière particulière sur la participation des Camerounais aux élections. Je voudrais qu'on pose la question de fond. Pourquoi, majoritairement, les Camerounais ne participent pas aux élections? Pourquoi les Camerounais ne s'inscrivent pas depuis 30 ans massivement pour aller voter? C'est la question de fond. Pourquoi? Parce que si vous observez bien, malgré une légère hausse des inscrits en 30 ans, je dis une légère hausse des inscrits en 30 ans, d'environ 3 millions. On est dans les 6 millions et demi d'inscrits aujourd'hui. On est parti de 92 où on était dans les entre 4 et 5 millions d'inscrits. Entre 3, 4, 5 millions d'inscrits. Mais on a constaté que ceux qui votent à toutes les élections au système universel direct, au système majoritaire direct, c'est le même chiffre. Je dis de 92 à nos jours. Les votants, c'est entre 2 millions et demi et 3 millions. Les votants, c'est entre 2 millions et demi et 3 millions. Pour toutes les élections, et en particulier pour les élections présidentielles et législatives. J'ai dit en 30 ans, cela pose un réel problème. Malgré le fait qu'on ait évolué sur le nombre des inscrits, mais c'est le même nombre qui vote. Cela signifie quoi? Il y a une crise de confiance vis-à-vis des élections en général au Cameroun Et du processus électoral. Et il me semble que la question de fond qui se pose et que j'ai exprimée ainsi se résume dans les revendications que la société civile et certaines formations politiques de l'opposition ont déclinées à travers la nécessité de passer à une réforme consensuelle du système électoral. Je vous assure, si on y parvient, la plupart des Camerounais en âge de voter, qui sont très nombreux, parce que j'estime que nous ne sommes pas seulement 25 millions de Camerounais, nous sommes environ 30 millions de Camerounais, et nous sommes potentiellement, pour les Camerounais en âge de voter, nous sommes entre 13 et 15 millions de Camerounais capables d'être inscrits sur les listes électorales. Mais pour convaincre ceux qui n'ont jamais voté et qui ont dépassé les 21 ans depuis très longtemps, il y en a qui ont 50 ans, 60 ans, ils n'ont jamais voté parce qu'ils ne croient pas au système électoral, parce qu'ils ne croient pas aux élections dans le système actuel. Pour les convaincre, c'est qu'il faut reformer totalement le système électoral. Leur montrer qu'à travers un système électoral crédible, transparent, consensuel, leur voix peut compter. Parce que je peux vous dire, la voix des Camerounais entre 1992 et 2020, jusqu'aux dernières élections, leurs voix n'ont jamais totalement compté. À cause de la fraude électorale, instituée, organisée, entretenue et soutenue par le gouvernement, avec le soutien du RDPC. Et on a vu, et je ne sais pas moi qui vous le dirait, tout le monde l'a vu aux dernières élections, pour préparer les élections législatives et municipales. Vous avez vu comment les autorités administratives ont été complices des agissements antidémocratiques. Ils ne signaient pas les papiers des candidats de l'opposition. J'ai dit, et cela résume le fait que la préfectorale, notamment les sous-préfets, ont été associés à la manœuvre de fraude qui viserait à empêcher ce que certains ici appellent la masse critique. Non seulement à s'inscrire, mais à être éligible. Ça ne rassure pas ceux qui ne se sont jamais inscrits. Faisons en sorte que ceux qui vont s'inscrire demain aient tous les éléments, tous les arguments pour aller s'inscrire, en sachant que désormais leur voix va compter. On ne va pas voler leur voix. Edmond, si je peux dire... Je n'ai pas terminé. Non, naturellement, moi je comprends. C'est important de comprendre pourquoi il y a une crise de confiance. Et c'est cette crise de confiance qui empêche la masse critique jusqu'aujourd'hui. Il faut réussir à convaincre que désormais nous avons un système électoral crédible. Alors, je vous en prie, tous les compatriotes qui n'ont jamais voté et qui auront ou ont aujourd'hui 21 ans, vous pouvez voter parce que vos voix vont désormais compter et que la fraude électorale sera à un degré minime. Parce qu'aujourd'hui, elle est énorme, la fraude électorale. Sous diverses formes. On poursuit le fil conducteur de l'émission avec vous, Edmond Kamdia, sur les conditions de vie
des Camerounais. C'était aussi un pan sur lequel le président de la République était très attendu après une année difficile liée à l'impact économique et social de la crise sanitaire et l'impact de la crise anglophone sur le plan social également. Avez-vous le sentiment qu'il y a eu un cap fixé ou des annonces fortes qui devraient être faites pour l'amélioration des conditions de vie des populations? J'avoue d'avoir pas été satisfait lorsque j'ai écouté le message à la nation du président de la République sur les aspects sociaux et économiques, notamment les aspects économiques qui concernent les préoccupations quotidiennes des Camerounais, notamment pour leur survie. Je ne parle pas seulement de leur vie, mais de leur survie. J'ai eu droit, en tout cas nous avons eu droit à un discours où on nous a évoqué, certes, la situation difficile que nous avons connue par une année sombre à cause des conséquences de l'impact du Covid, de la pandémie Covid-19. Mais j'observe que le chef de l'État a reconnu que la croissance de 4% qui était escomptée est en voie de s'éroder. C'est érodé même. Mais j'ai été très surpris lorsque, en fixant la stratégie, n'est-ce pas, la nouvelle stratégie qui a été mise en place pour remplacer le DSCE, il évoque une croissance d'un taux de 8%. La question est celle de savoir comment allons-nous, à partir de 2021 qui commence, parvenir au taux de croissance de 8% alors que nous n'avons pas maintenu le cap de 4%. Nous ne l'avons pas maintenu parce que nous sommes à moins de 4%. Quels sont les éléments d'étape qui nous permettront d'atteindre le taux de 8% afin d'envisager la possibilité, parce qu'il a également fixé un cap 2030 qui serait peut-être un passage avant d'atteindre l'émergence selon lui de 2035. J'ai trouvé cela très flou, imprécis, et j'aurais aimé que ceux qui l'ont aidé à faire ce discours nous apportent des éléments précis, que l'expertise économique soit mise à profit pour mieux éclairer les téléspectateurs, pour mieux éclairer les Camerounais, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on va passer de moins de 4% d'un taux de croissance dans le contexte actuel où les entreprises, certaines ont fermé, les entreprises ont fermé à cause de l'impact de la Covid-19. On a deux zones économiquement sinistrées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Qu'est-ce qui est fait pour faire en sorte que les zones économiquement sinistrées redeviennent des zones normales où nous pouvons exploiter toutes les ressources, notamment agricoles ou pétrolières et autres que l'on avait dans ces deux régions-là. Parce que ce n'est pas pour cette année ou pour demain que les zones économiquement sinistrées cesseront de l'être. Pour la simple raison que le Cameroun n'a pas du tout avancé vers un cessez-le-feu qui permettrait de trouver l'accalmie ou la possibilité d'imaginer la possibilité d'une relance économique dans ces deux régions. Mais pas seulement dans ces deux régions. On a trois régions, la partie septentrionale, et Paul Biya a parlé de ces régions-là, à cause de la guerre contre Boko Haram. Ces zones-là également sont des zones difficiles. On n'en attend pas beaucoup. Paul Biya a également parlé de la partie orientale. C'est-à-dire l'est du pays, qui subit des assauts, des grands bandits, selon lui. Mais ce qu'il a oublié de rappeler, c'est que l'on sait depuis quelque temps qu'il y a des rebelles centrafricains de ce côté-là qui nous donnent l'impression qu'ils veulent nous attaquer et qui s'autoproclament des défenseurs de la libération du Cameroun. On ne sait pas si c'est des Camerounais ou des Centrafricains, mais c'est une zone tourmentée qui fait en sorte que les difficultés vont davantage se renforcer. Je me demande comment nous allons parvenir à atteindre ce taux de 8% en un temps record sans transition. Sur les questions sécuritaires, hein, l'armée a parcouru la frontière entre le Cameroun et le Nigeria au niveau de l'Est et la Damawa pour rassurer les populations qu'elles veillent au grain pour éviter toute attaque venant de l'extérieur. Georges Meka Abesolo, stratégie de développement, stratégie nationale, énoncée par le chef de l'État pour atteindre un cap de 8% sans fixer véritablement de façon officielle un calendrier d'exécution de nouvelles réformes. Est-ce que vous y croyez après avoir apprécié comment le DSCE a été mis en exécution au Cameroun? En qualité d'économiste et financier, je dirais si et seulement si.
je pense que la vision du chef de l'État au discours du 31 décembre, elle est bonne, les orientations sont bonnes. Mais à l'analyse du programme des grandes ambitions, des grandes réalisations encadrées par le DSCE, devenu aujourd'hui caduc et remplacé par la stratégie nationale de développement, la vision et les orientations du chef de l'État seront jugées à leur exécution. Et c'est là où je pense que il faut, à mon humble avis, pour atteindre les objectifs escomptés, il faut réformer, restructurer, réorganiser et redynamiser l'action de l'exécution gouvernementale en un bataillon d'intervention rapide économique. Beaucoup de ministères, les ministères clés, doivent être ramenés au niveau de la présidence. C'est parce que le levier en termes de décision et d'exécution est le plus fort. Deux, il faut prioriser les grands axes de développement. Quels sont les secteurs prioritaires? On ne peut pas les laisser simplement inscrits dans la stratégie nationale de développement. Sinon, le lendemain, c'est beaucoup de confusion intestinale au niveau du gouvernement où plusieurs départements ministériels vont se battre pour dire que ce sont leurs programmes qui sont prioritaires. Le chef de l'État peut à ce moment donner le cap en disant la priorité, c'est d'abord l'agriculture, ce sont les infrastructures, c'est la transformation, et puis le reste vient après. Et mettre justement un système, ce bataillon d'intervention rapide économique qui va travailler 24 heures sur 24. C'est à ce prix-là qu'on peut rattraper le retard déjà causé par ce terrorisme sanitaire qu'a été le Covid, jumelé à nos crises sécuritaires au Nozo et à l'extrême nord, et accélérer à ce moment-là le développement. Il faudra requérir à certains secteurs comme les BTP, les infrastructures, construction, vraiment de travailler 24 heures sur 24, comme ça se passe dans d'autres pays. Donc, sans cela, il sera difficile, avec déjà un budget de 2021 qui doit être financé à hauteur de 1426 milliards par de l'endettement, il sera à ce moment-là peut-être difficile si des réformes profondes, dirigistes et fortes ne sont pas mises en place. Nous devons commencer par une politique de substitution des importations, ce que le leader Cabral Libye appelle lancer les grands chantiers agro-industriels. Il faut spécialiser aujourd'hui des zones économiques comme le MBAM en notre ceinture de maïs. Nous qui importons 150 milliards de maïs par an, le Cameroun est capable et a tout le potentiel et tous les financements pour renverser cette tendance en moins de 2 ans à raison de 8 tonnes l'hectare et de transformer le maïs. Ça fait 15 ans qu'on en parle pratiquement des réformes agraires et de professionnalisation des filières agricoles compétitives, mais pourquoi ça ne marche pas, Georges? Non, ça ne marche pas parce que justement nous avons de très bonnes politiques sans avoir réfléchi, en gardant les mêmes institutions et le même système d'exécution. Il faut urgemment, de manière indispensable et obligatoire, transformer l'appareil de l'exécution étatique en un bataillon d'intervention rapide économique. C'est à ce prix-là que le retard, l'accélération, la croissance inclusive, les richesses seront créées et l'emploi. Lorsque des chantiers peuvent fonctionner 24 heures sur 24, en saison sèche, où nous n'avons pas d'hiver, où nous n'avons que 4 mois de saison pluvieuse, c'est à ce moment-là qu'on recrute les gens pour travailler. On peut s'inspirer des grands modèles qui ont été faits. La Chine en est un exemple, la Russie en est un exemple, pour dire, mettons-nous à travailler ensemble. Si nous éliminons les retards d'exécution, la stratégie nationale de développement identifie les gros risques, c'est les retards d'exécution. Mais les retards d'exécution peuvent être éliminés quand on a de la compétence, quand on exécute les marchés à temps. On a amélioré l'exécution budgétaire qui, les années précédentes, était engagée au bout de 3 mois, lancée 3 mois après dans l'année. Mais maintenant, c'est exécutoire dès le 1er janvier. Donc, ça veut dire que les financements sont là, les marchés doivent être lancés, mais le secteur public doit jouer son rôle, ainsi que le secteur privé. Les deux vont de pair. Et c'est là, ce moment, si nous avons un exécutif fort dans la mise en place des chantiers du chef de l'État, nous pouvons croire que les choses vont changer. Après vous, Georges Célestin Bézigui, comment vous entrevoyez
l'année 2021 sur le plan économique. Lorsque vous parcourez le discours du chef de l'État, l'annonce de la stratégie nationale de développement, un taux de croissance à 8% d'ici 2025-2030, est-ce que les axes stratégiques de développement économique sont efficients et peuvent rassurer les Camerounais? Je pense que le discours du chef de l'État a de quoi inquiéter sérieusement. Sur quel point précisément? Sur le point de la capacité de la technostructure actuelle à pouvoir atteindre les résultats qu'il promet. Je considère que le résultat synthétique, c'est un taux de croissance à 8%. Or, nous avons la preuve que cette technostructure est absolument incapable, que ce soit sur le plan axiologique, que ce soit sur le plan praxéologique, d'atteindre ces résultats-là. Nous sommes partis il y a 20 ans du DSRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. À l'époque, le taux d'incidence de la pauvreté était de l'ordre de 39%. On avait comme objectif de le ramener à 10%. Le DSP est fini et la pauvreté est restée approchée à 76%. Ensuite, nous sommes passés au DCE, où on a promis également la même chose, ramener la pauvreté à 20%. Ça s'appelle d'ailleurs le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Au rendez-vous, à l'arrivée, la croissance n'est pas là, elle n'est pas présente. On a 1,5%. Il faut le dire. Il n'y a pas l'emploi. Pas loin de 4%. L'emploi n'est pas au rendez-vous. Aujourd'hui, au Cameroun, nous évitons même de parler de taux de chômage. On parle plutôt de taux de sous-emploi. On a un taux de sous-emploi d'environ 80%. Alors, c'est dire que tout ce qui jusque-là a été mis en place par le gouvernement est absolument inefficient. Et moi, je suis d'autant plus peiné que vous l'avez énoncé à l'entame de votre propos que j'ai été soutien du candidat Paul Biya. Effectivement, je l'ai été, d'autant plus que j'ai eu à ma charge, j'ai eu la responsabilité d'intervenir ou d'alimenter une partie du programme économique de ce candidat-là. Et il me souvient bien que l'une des options fondamentales que nous avons retenues en matière économique, au constat des limites auxquelles nous avait conduit l'ancien modèle économique, qui était le modèle d'import-substitution. Parce qu'il faut bien expliquer ça aux Camerounais. Le modèle d'import-substitution suppose qu'on crée localement des petites entreprises industrielles qui satisfont en priorité le marché local. Ceci a été fait par le président Ijo de 1965 à 1980. On a donc eu le pile Camunalor et toutes ces choses-là qui produisaient pour les Camerounais. Sauf que ils avaient une capacité d'absorption de main-d'œuvre qui était cohérente par rapport à l'époque, mais aujourd'hui, ce modèle-là ne peut plus résoudre l'un des problèmes majeurs que nous avons, qui est celui de l'emploi. Et le modèle que nous avons proposé était celui de ce qu'on appelle l'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiales. Comment cela devait se matérialiser? Oui, ça se matérialise par l'attraction, l'attractivité d'investissements importants au Cameroun, qui produirait pour le marché mondial. Et cette fois, les unités de production à mettre en place sont d'une dimension beaucoup plus grande et permettent d'absorber beaucoup plus de personnel et de réduire incidemment, en effet, toute la main-d'œuvre disponible que le Cameroun a aujourd'hui. C'est cette vision-là que je suis passé sur les chaînes de télévision à l'époque, défendre pour dire que la nouvelle donne, maintenant, c'est que nous allons instaurer au Cameroun un modèle d'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiale. C'est quelque chose de très simple. On regarde sur le plan mondial les différents process de production, on identifie là où il y a des niches de valeur ajoutée, on identifie à l'intérieur là où nous on a un avantage comparatif et on attire donc les investisseurs pour qu'ils viennent s'établir chez nous et nous mettons à leur disposition l'avantage comparatif que nous avons. Ils produisent pour alimenter le monde entier sur telle ou telle niche. C'est aussi simple que ça. Est-ce que l'agence de promotion des investissements a joué ce rôle? Absolument pas. Parce que d'ailleurs, l'orientation ne lui a pas été donnée. Je vais vous livrer un petit secret. Un jour dont je bavardais pendant la campagne, j'ai échangé avec un des ministres économiques du gouvernement. Je lui ai dit, tu sais, moi, ce que je veux proposer par rapport à ce qu'on m'a demandé, c'est l'insertion dans les chaînes de valeur ajoutée mondiale. Exactement le modèle qui est en Asie du Sud-Est. C'est la seule manière pour nous d'en sortir. Parce qu'on a une main-d'œuvre qui est absolument... C'est un trésor, ce que nous avons au Cameroun. C'est-à-dire, le Cameroun est en position aujourd'hui de jouir de ce qu'on appelle le dividende démocratique à un point extraordinaire. Je dis, on est obligé de laisser de côté
l'approche import-succession, elle a montré ses limites. Elle ne doit plus être l'axe majeur de notre modèle industriel. Et ce ministre-là, parce qu'il est ministre aujourd'hui, il m'a dit, mais Célestin, mon frère, donc toi tu veux dire que nous on n'a rien fait depuis qu'on est là? J'ai dit non, je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait. J'ai dit seulement qu'aujourd'hui, les enjeux et les problèmes qu'on a à résoudre impliquent que nous changions de modèle. Parce que une politique économique a d'abord pour principale fonction de résoudre un problème. Et le principal problème, on parle de taux de croissance, ce n'est pas un chiffre en l'air comme ça. Un taux de croissance, c'est des emplois créés. Dans la structure économique du Cameroun, 1% de taux de croissance, ça correspond à peu près à 200 000 emplois créés. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, quand on est dans une situation où on a un taux de croissance qui est de 1,1%, 2%, vous voyez bien dans quel trou nous sommes. Alors, quand le président parle de 8%, et c'est ça qui est beaucoup plus préoccupant, davantage préoccupant, c'est qu'il n'a même pas pris la peine de nous indiquer par quel type de politique économique ces 8%-là pourront être atteints. Alors, est-ce une politique qui s'appelle supply side ou bien est-ce que c'est une politique type keynésienne avec une relance basée sur la consommation ou l'investissement, ou bien quels sont les grands chantiers qui vont permettre d'utiliser la main-d'œuvre et générer des revenus? Alors, de ce côté, c'est mais justement, Célestin Bézigui, oui. Justement, le Cameroun, grand chantier, infrastructure routière, autoroute attendue depuis 2014 et chantier des barrages hydroélectriques. Est-ce que sur ces points-là, vous avez une perception de ce qu'on avance vers un cap qui peut rassurer? Mais non, justement, parce que c'est quelque chose qui se joue sur deux tableaux. Le premier tableau, c'est les avancées en infrastructure. Le malheur veut que, depuis qu'on a commencé à injecter l'argent dans ces infrastructures, aucune de ces infrastructures n'a achevé. Oui. On est perdu dans la jungle des pourcentages. Oui. Quand un ministre fait une descente sur le terrain, on revient en disant oui, c'est à 80%. On ne dit pas que c'est à 80% de réalisation, mais à 100% de consommation du budget. Alors, tout dans ce pays, c'est dit en termes de pourcentage. 78%, 60%, rien n'est fini. Juste la première chose. Et ça, c'est le volet infrastructure. Parce que pour un modèle d'insertion dans la valeur ajoutée mondiale, il y a la variable la plus importante, c'est la perception de la corruption. La deuxième variable, sont les infrastructures. Et la troisième variable, c'est le renforcement de la production industrielle. Or, quand on prend la première variable qui est la perception de la corruption, et qu'on se rend compte que tout ce qui est évoqué comme grand projet dans ce pays et dans lequel l'État est impliqué, c'est une niche de corruption pour la haute administration. Résultat de course, les gens n'ont pas du tout envie de venir faire un tour au Cameroun. Les investisseurs viennent au Cameroun, mais vous ne les verrez jamais déposer leur valise. Ils repartent. Vous voyez, vous avez des scandales du genre à l'UQAM, qui est là, les gars de Tinto, Rio Tinto, ils ont des actions dedans, ils les ont laissés au gouvernement camerounais pour que le gouvernement camerounais puisse trouver des preneurs. Aucun investisseur ne frappe à la porte. On a confié ça à la Banque Lazare et c'est encore là-bas. Ainsi de suite. Alors, pourquoi? Parce que les gens observent et écoutent. On regarde, quand on parle de corruption, on regarde la CAM. Il y a eu quelque chose d'absolument inacceptable. On a institué au niveau de la présidence un guichet unique, qui est une violation même du principe de gestion en finances publiques, et l'ordinateur doit être différent du liquidateur. On a mis en place un dispositif où la même personne octroie les marchés, ordonner leur paiement. Oui. Première grosse faute, et cela n'a donné lieu à aucune conséquence. Deuxième grosse faute, on est parti de 600 milliards de francs de budget initial, maintenant on avoisine 2000 milliards, et les chantiers ne sont toujours pas réceptionnés. La dérive, là, appelons ça la dérive, de 1400 milliards aurait permis non seulement d'achever l'autoroute Douala-Yaoundé, mais également de s'engager sur l'autoroute Yaoundé-Ngaoundéré. Et cela ne s'est pas fait. Et ça n'a pas donné lieu, même à l'ouverture d'une instruction judiciaire, quand bien même la chose a été dénoncée. Alors, c'est quand on regarde ça au niveau de la corruption, n'est apporté. Au niveau des infrastructures, on travaille en trompe-œil, parce que quand on vous parle de l'Ompanga, c'est un barrage de retenue. Ce n'est pas un barrage de production. Nous en sommes encore à nos 1200 mégawatts de production d'énergie électrique qui ne permettent pas aujourd'hui d'installer plus de 2 cimenteries. À plus forte raison, une autre industrie. Est-ce que vous savez que le dernier investissement industriel de taille qui a été fait dans ce pays, c'est Siak et Zembek?
depuis lors, en dehors des entreprises de téléphonie. Mais le gouvernement va vous opposer les 4-5 cimenteries qui se sont installées à Douala et à Yaoundé, marocains, turcs, nigérians et français également qui ont ouvert une deuxième usine de cimenterie. Est-ce que cela ne montre pas qu'il y a un potentiel important au Cameroun qui attire des investisseurs? Non, le potentiel est là. Mais pour que ces cimenteries-là augmentent, on vous prive de l'électricité, M. Noufeli. Oui. C'est ça le problème. Délestage. Vous voyez tous ces délestages-là. Oui. Ils résultent de quoi? De ce que ces cimentiers, le peu de ciment qu'ils peuvent utiliser, qu'ils peuvent fabriquer, ils sont obligés de vous priver d'électricité, vous, d'une part, d'autre part, mais en vérité, c'est le développement du secteur manufacturier qui doit être relancé. Où sont passées les zones franches industrielles? Où est passé le centre national du commerce extérieur? Comment, alors même qu'il s'agit maintenant de booster la population, pas pour la population, la production manufacturière, on ne prend pas les mesures permettant d'attirer les investisseurs au Cameroun. Alors c'est pour ça que je suis pas là. C'est pour ça que je dis que le discours du président, non seulement il est en contradiction avec ce que nous autres pensions qu'il devrait être, c'est pour ça que nous nous en désolidarisons, bien qu'ayant soutenu sa candidature, mais nous également, il n'ouvre aucune perspective positive. Et je crains de dire que cette technostructure dont on observe les résultats, elle peut nous amener à une situation telle que chaque année qui passe, c'est une achetée de régression et non une année de progression. Après ce tableau que vous venez de dresser, Pierre-Emmanuel Bignam, le président demande aux Camerounais de croire à la politique du gouvernement. Et il est envisagé même la création de 500 000 emplois dans les tout prochains mois, 8% d'ici 10 ans. Pensez-vous qu'au rythme de mise en œuvre des réformes structurelles au Cameroun, il est possible d'atteindre cette émergence? Il est possible de créer autant d'emplois dans ce contexte camerounais? Je riais, si tu as remarqué, Cédric, tout à l'heure, lorsque tu t'es mis à poser la question. Je riais parce que chaque année, depuis pratiquement 4 ans, le gouvernement de Paul Biya annonce la création de 500 000 emplois. Donc si on fait 500 000 emplois x 4, on serait déjà aujourd'hui à 2 millions d'emplois créés par ce gouvernement-là. Il faut que les gens arrêtent de nous faire rêver. Moi, j'ai l'habitude de m'adresser aux Camerounais qui nous suivent pour les émissions dominicales et de prendre le risque d'aborder des sujets avec beaucoup plus de sérieux pour essayer de leur donner des pistes de vérité. Parce que nous avons le devoir de restituer la vérité. Un cas palpable sur ce plateau. Sa Majesté Bédigui, j'aime beaucoup utiliser la casquette de Sa Majesté. Je la préfère d'ailleurs. Oui. Sa Majesté Bédigui est ici un exemple de ce que ce n'est pas l'intelligence qui manque au Cameroun pour être prospère. Il a dit qu'il a travaillé sur le programme économique du président Paul Biya pour cette mandature. Mais il se rend compte qu'aujourd'hui, on a complètement ignoré. Parce que ceux qui sont venus le consulter, ils sont venus le consulter parce qu'ils ont reconnu qu'il peut les apporter quelque chose. Penda Ekoka, Christian Penda Ekoka a passé 8 ans aux côtés du président Paul Biya. Un grand manager de haute volte. Tout à l'heure, on a le cas de Célestin Bédigui. Et il y a de nombreux cas de grands économistes qui se sont mis à contribution auprès du gouvernement camerounais, du régime de Paul Biya, pour rendre le Cameroun prospère. Le problème qui se pose au Cameroun, et que les Camerounais doivent savoir, c'est que le président Paul Biya et son régime ont décidé d'appauvrir les Camerounais. Je dis bien d'appauvrir les Camerounais pour mieux les tenir et se maintenir longtemps au pouvoir et faire régner leur hégémonie. Au Cameroun, quelqu'un peut vous vendre pour 10 000 francs. Je dis qu'on a atteint un tel niveau de pauvreté que pour 10 000 francs, quelqu'un peut vous vendre, peut vous trahir.
Regardez la transhumance qu'il y a dans les partis politiques. Regardez la façon dont le RDPC a phagocyté les partis politiques à cause de la misère. À cause de la misère. Donc, vous ne pouvez pas m'expliquer que dans un contexte comme celui du Cameroun, nous savons que pour qu'une économie soit prospère, il faut qu'il y ait une santé, qu'elle soit saine. Et pour qu'elle soit saine, il faut qu'il y ait la paix. Le Cameroun est enlisé dans des guerres depuis 2014. Celle de 2014, 2013, 2014, Boko Haram n'est pas du fait du Cameroun. Mais celle de 2016, dite crise anglophone ou guerre anglophone, est du fait du gouvernement camerounais, pour la plupart. Et donc le gouvernement camerounais avait la possibilité de mettre un terme à cela depuis, ou d'éviter même que cette guerre ne soit lancée. Alors, quel est le pays, quels sont ces investisseurs qui peuvent encore être attirés aujourd'hui au Cameroun pour investir? Il a pris le cas de Rio Tinto. Avant Rio Tinto, sur la Lucam, c'était l'Alcan qui est venu avec le projet d'extension. L'Alcan s'est découragé parce que le gouvernement camerounais n'a pas pu donner son apport sur ce projet-là. Donc, eux, ils ont mis sur la table $1 milliard de contribution. Ce projet devait prendre en compte le port en eau profonde de Kribi et un chemin de fer devait passer par partir de Déa pour Kribi pour acheminer les productions d'Alukam et puis pour faire entrer aussi la matière première. Le projet a foiré. Ensuite, Alcan s'est désintéressé et Rio Tinto a repris. Aujourd'hui, je suis désagréablement surpris d'entendre de la part de M. Bézigué que même ce Rio Tinto est en train de vouloir... voilà, ils sont en train d'abandonner. Mais il y a d'autres investisseurs qui montrent leur intérêt pour le Cameroun. On a vu des Chinois qui ont signé des contrats de partenariat public-privé avec le gouvernement camerounais pour la construction de l'autoroute entre Kribi et Déa. On a vu des entreprises françaises qui vont construire les péages routiers automatiques à travers le Cameroun et d'autres agro-industries qui sont annoncées dans l'arrière-pays. Est-ce que cela ne montre pas qu'il y a un intérêt des investisseurs étrangers pour le potentiel économique du Cameroun et qui sont déterminés à continuer à investir et estiment que la politique menée par le chef de l'État est favorable à leurs investissements directs étrangers? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Les Chinois sont comme des triangles, ils sont comme des voleurs. C'est très grave. On va être poli. Je retire mon mot. Ce sont des entreprises chinoises qui viennent investir. Je vais dire une chose sur les Chinois. D'importants fonds financiers. Les Chinois sont capables de mettre sur pied des entreprises même dans des situations de guerre. Parce que ce n'est pas la même vision économique qu'ils ont avec l'Occident. L'Occident, qui est le père fondateur de la démocratie, estime que pour qu'un pays soit prospère, il faut que la démocratie soit bien installée. Il faut que le Parlement fasse son travail. Parce que l'un des problèmes que le Cameroun rencontre aujourd'hui, c'est que le Parlement aussi a été embrigadé, a été avalé par l'exécutif. Voilà dans le discours du chef de l'État qui vient de prononcer. Il ne se prononce pas sur des soupçons de scandale concernant les fonds de gestion de la Covid. Alors, lorsque le Parlement ne questionne pas l'action gouvernementale, comment pensez-vous que le gouvernement puisse être à même d'atteindre ses objectifs sereinement? Le Parlement ne joue pas pleinement son rôle au Cameroun. Parce que le principe de séparation de pouvoir n'est qu'une leurre. Ce n'est pas la réalité. Et on met de côté le Parlement. On prend aussi la transparence. On parlait tout à l'heure de la gestion, il parlait des principes de la gestion. La transparence aussi fait partie des principes fondamentaux de la gestion. Et dans le cadre de la transparence, le Cameroun a une loi, l'article 66 de sa constitution, qui n'est pas respectée. Tout le monde sait qu'au Cameroun, les ministres, tous ceux qui sont dans les hautes fonctions de l'État sont impliqués dans des scandales de corruption. On a lancé la CONAC. La CONAC ne fait qu'annoncer des chiffres, mais en réalité, la CONAC n'est pas en train de traquer comme il le faut. On a même ouvert un TCS qui est au four et au moulin. Mais jusque-là,
le niveau de corruption ne fait qu'augmenter. Le train de vie de l'État est très élevé. Lorsqu'on regarde tous ces paramètres-là, on comprend clairement que, y compris les guerres qui sévissent dans notre pays, la crise anglophone, le chiffre de 8% de croissance qui a été annoncé par Paul Biya ne pourra pas être atteint. Parce que même dans une situation où il n'y avait pas la guerre, avec le DSE, ce chiffre n'a jamais été atteint. Alors, et même lorsque on nous annoncerait qu'on est autour de 4% de la croissance, est-ce qu'on observe ça dans le panier de la ménagère? Justement, est-ce qu'on observe ça dans les manuels scolaires? On prend le cas, par exemple, de l'éducation, où le président Paul Biya a annoncé la gratuité des frais scolaires au niveau, par exemple, du primaire. Mais nous savons qu'il y a ce épineux problème d'APE qui génère près de 40 milliards chaque année et dont nous savons que les établissements scolaires demeurent dans un état de briété. Ils ne sont pas bien entretenus. Où va donc l'argent de ces APE? Donc, comme pour dire que le régime en place fait exprès. Il ne faut pas qu'on continue à se distraire. M. Bidiga était clair sur le plateau. Ce ne sont pas des programmes économiques ni des stratégies économiques qui manquent au régime de Paul Biya. Mais c'est une réelle volonté politique de rendre le Cameroun prospère qui manque à Paul Biya et à son régime. Après vous, Maître Moustapha Ngwana, au-delà de ces questions économiques, il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et sur ce point, tout comme sur les questions économiques, le chef de l'État estime que son gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve d'une volonté d'ouverture et de dialogue en libérant par exemple les ex-séparatistes, comme il les a désignés, et en misant sur une accélération de la décentralisation avec un statut particulier pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces arguments brandis par le président de la République le 31 décembre 2020 augurent-ils d'une volonté politique de mettre un terme à cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est-à-dire que vous me contraignez à ne pas dire un mot sur cette question économique qui m'intéressait particulièrement. Mais je vais faire une digression pour dire que je suis très surpris par les positions qui ont été adoptées ici par Sa Majesté Célestin Bézigui. Je voudrais rappeler qu'en 2018, le président Paul Biya n'avait pas de programme économique. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est plutôt un livre qu'on appelle le libéralisme communautaire, qui a été écrit, je crois, en 1987, qu'on a réchauffé et qu'on a proposé aux Camerounais. Dans les discussions que les gens ont dans les chaumières n'engagent pas l'environnement politique camerounais. Non, je vous ai laissé. Je ne vous ai pas coupé. Moi, je vous coupe. Si vous ne dites pas des choses qui sont exactes. J'ai dit que le président Paul Biya a battu campagne pendant 7 minutes à Maroua. 7 minutes à Maroua. On s'est dit que dans l'histoire de l'humanité, je le dis, c'est la première fois où dans une élection démocratique, une personne ne se fait pas voir, elle ne propose rien au Cameroun, à son peuple. Mais il y a une profession de foi du candidat RDPC qui a été vulgarisée sur les réseaux sociaux. Au fait que le chef de l'État avait dans sa candidature pour la première fois sur son compte Twitter et Facebook, et il a axé son discours, sa campagne sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous ignorez les points économiques de cette profession de foi? Il n'y a aucun point économique, en tout cas à mon sens, qui aujourd'hui est en train d'implémenter ou quoi que ce soit. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a réchauffé le libéralisme communautaire et on a distribué au Camerounais. Et Paul Biya lui-même a fait battu campagne pendant 7 minutes. Pendant 7 minutes, c'est tout ce qui a été fait. Donc, je ne conteste pas la science de M. Bézigui. Je ne conteste pas non plus le fait qu'il ait été consulté. Mais le problème, c'est que nous, dans le cadre de la campagne électorale, nous n'avons pas senti quelques propositions que ce soit émanant du RDPC et visant à améliorer le vécu des Camerounais. Et je vais également dire que quel est le modèle économique que nous avons? Aujourd'hui, le Cameroun est le seul pays au monde qui s'endette pour les infrastructures. Comment est-ce qu'on peut s'endetter pour les infrastructures? Il y a un de mes confrères qui est décédé, M. Kengoum, qui disait pour les stades de la CAN, il a des clients qui étaient prêts à nous donner les stades clés à main. Mais on a refusé ce modèle-là pour aller s'endetter, alors que l'État ne retirait pas le moins de francs. Aujourd'hui, on construit les axes lourds, on dit Lompanga, on dit Meking, on dit Mbevele, les barrages, et en plus, aucun d'entre eux n'est fonctionnel. Des années après la date qui avait été prévue pour leur réalisation. Je dis, le sous-développement est un projet voulu par le RDPC.
Le RDPC souhaite que les Camerounais, je partage l'avis de mon ami Bignam, où le RDPC souhaite que les Camerounais soient dans la misère perpétuelle pour pouvoir les contrôler. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, avec un peu une sardine, malheureusement, c'est à ce niveau que se trouve le débat politique au Cameroun. Et où même les hommes qu'on dit être des hommes politiques, qui très souvent n'ont pas d'emploi, ils sont nombreux à ne pas avoir d'emploi, mais qui font de la transhumance politique au quotidien. Et vous voyez, c'est-à-dire que c'est à ce niveau là où je peux rejoindre où on a fini par créer le désespoir dans les populations camerounaises. Parce que on ne peut pas être dans un environnement où ceux qui sont censés être la boussole, parce que le leadership to lead, ça veut dire qu'il faut monter la voie et vous avez des followers qui doivent être avec vous pour qu'on sache où est-ce que vous allez. Malheureusement, l'environnement politique camerounais est complètement handicapé par les acteurs. Mais est-ce que vous croyez à cette résilience économique dont le gouvernement, dont le Cameroun a fait montre durant l'année 2020? Parce que le ministre des Finances, dans plusieurs sorties, indique que malgré la crise sanitaire, il y a quand même eu, au niveau du Cameroun, une résilience, une capacité des Camerounais à pouvoir faire face au double choc qui est lié à la fois à la crise sanitaire et à la crise économique. Il y a eu des réformes qui ont été annoncées par le gouvernement, des mesures visant à accompagner les populations camerounaises, mesures sociales, augmentation des cotisations sociales qui avaient été annoncées, même si la concrétisation encore manque de lisibilité. Il y a eu la réduction de certaines taxes pour permettre aux opérateurs économiques de bénéficier d'un soutien du gouvernement. Pour vous, ces différentes mesures prises en 2020 ne sont-elles pas de nature à montrer une attention particulière du gouvernement auprès des populations? Je dois vous dire que les mesures qui sont prises très souvent sont des mesures purement cosmétiques. Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend... Le Cameroun avait besoin de mesures fortes. Le Cameroun est le seul pays, l'un des rares pays, mais à côté de nous, le Gabon. Le Gabon a pris de sérieuses mesures pour pouvoir encourager les investisseurs nationaux, pour pouvoir maintenir les emplois. Sur le plan social, quelles sont les mesures qui ont été prises par le Cameroun? Le Cameroun a été incapable de confiner. On était incapable de confiner parce que le gouvernement n'avait pas la possibilité ou bien les coups de franche pour pouvoir donner le minimum aux populations. Donc on ne peut pas prétendre qu'il y ait des mesures qui ont été prises. Les mesures qui ont été prises ont été des mesures cosmétiques qui ne nous ont absolument rien apporté. Donc j'embraye sur la question que vous m'avez posée au départ, s'agissant de la crise sociopolitique dans les régions anglophones. Je dois dire que malheureusement, il y a une espèce de sophisme qui s'installe dans notre classe politique et qui est même encouragé par le premier d'entre nous. Les problèmes, fait de diagnostic, nous ne sommes plus au niveau de diagnostic. Nous ne souhaitons plus qu'on nous dise qu'il y a eu Nous connaissons tous ce qu'il y a eu à Kumba, ce qu'il y a eu à Ngabou, ce qu'il y a partout dans les régions anglophones. C'est ce que nous voulons savoir, c'est savoir comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité sur la question. Je vous dis, le grand dialogue national qui a été tenu ici, dont on se vante et qui a été rappelé par le président de la République, était une mesure purement cosmétique, c'était une parodie. Pour preuve, si le grand dialogue avait eu l'impact qui était attendu, je pense qu'il y aurait déjà quand même eu une certaine accalmie. Mais malheureusement, il n'y a pas d'accalmie, il y a plutôt une espèce d'escalade. Les populations et les déplacés internes aujourd'hui doivent avoisiner le million dans le pays. Vous comprenez qu'il n'y a pas de réelle volonté. Les anglophones réclament quelque chose qui peut permettre au Cameroun de libérer les énergies. Ils veulent le fédéralisme. Les élections régionales ont été organisées, vous me direz. Mais seulement, malheureusement, on nous propose un médicament lorsqu'il y a déjà une métastase. Parce qu'un cancer, parfois, lorsque vous l'attaquez au début, vous avez des chances de pouvoir apporter des solutions. Mais lorsque vous arrivez à la fin, on ne peut plus rien. Aujourd'hui, on dit qu'il y a eu, comme j'ai parlé des régionales, nous, au SDF, nous sommes un parti fédéraliste. C'est d'ailleurs pourquoi nous n'avons pas participé à l'élection. Et une des raisons pour lesquelles nous avons participé aux élections régionales, on ne peut pas cautionner une thèse qui allait à l'encontre de la vision de notre parti de sa création. Donc aujourd'hui, le président de la République doit cesser dans la provocation, la provocation des acteurs politiques. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est apporter des solutions véritables. On vous dit, la dotation générale de décentralisation, aujourd'hui, on n'a pas pu atteindre le cap de 15% qui était pourtant prévu. Et c'est cette décentralisation-là qui est censée être une solution à la crise anglophone. Si on n'a pas atteint cela, comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'on va parvenir à une solution? Malheureusement, tout au long de l'année, il y aura certainement encore des scandales dans les régions anglophones. On se retrouvera sur la télévision en train d'en parler. À la fin de l'année, le président va prétendre qu'il a tendu la main. Les anglophones ne veulent pas de cette main tendue-là.
Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir administrer les affaires qui sont les leurs, comme ils le faisaient avant 1961, ou bien de 61 à 72, au moins ils l'ont fait. Et c'est un modèle, c'est le meilleur modèle au monde. Parce que la qualité de la gouvernance détermine également le développement. Si vous voulez continuer à faire du jacobinisme, la centralisation excessive, comme ce qui est actuellement en cours au Cameroun, je vous dis qu'en 2021, nous ne serons pas sortis de l'ornière. Face à l'enlisement de la crise Edmond Kambia, le Sénat américain vient d'adopter une loi et une série de résolutions parmi lesquelles l'administration américaine est appelée à sanctionner de manière ciblée les membres du gouvernement camerounais, les leaders séparatistes reconnus coupables d'exactions et de violations des droits de l'homme. Qu'est-ce qui va changer avec cette résolution qui vient d'être adoptée au Sénat américain? Oui, avant de répondre à cette question, je vais très rapidement, en quelques secondes, clôturer le chapitre précédent pour dire qu'en réalité, Paul Biya avait promis que ce qu'on devrait retenir de lui lors d'une interview il y a 31 ans à Radio Monte Carlo, au confrère Yves Mourouzi, qu'il aimerait qu'on garde de lui l'image de celui qui a apporté la prospérité et la démocratie au Cameroun. Il avait trouvé un pays prospère, il le disait dans ses discours. Le Cameroun est-il aujourd'hui encore un pays prospère? Non. Le Cameroun est-il un pays de démocratie? Non. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, le Cameroun, les États-Unis, au niveau du Congrès et notamment au Sénat, ont adopté une loi et une série de résolutions, notamment des résolutions qui impactent sur la question de la crise anglophone. Ils demandent notamment que le gouvernement et les groupes des bandes armées puissent cesser toute violence dans le nord-ouest et le sud-ouest et s'engager à une médiation internationale pour régler définitivement la crise anglophone. Ou alors ce que nous connaissons aujourd'hui comme la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Maintenant, effectivement, il y a, ce que vous avez dit, les sanctions ciblées contre les groupes armés et même contre les membres du gouvernement qui ne feraient pas des efforts dans le sens du règlement définitif de la crise anglophone. Ce qu'il faut retenir de ça, comment est-ce que je l'analyse? Dans le contexte actuel, où nous nous acheminons aux États-Unis, j'allais dire dans quelques jours, vous savez que le 20 janvier, Donald Trump va céder son fauteuil présidentiel au président élu, Joe Biden, qui est un démocrate, qui a déjà annoncé les premiers membres de sa nouvelle administration, parmi lesquels le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Vous savez que c'est quelqu'un qui a un background important. Anthony, le nouveau secrétaire d'État, qui va bientôt prendre le relais du secrétaire d'État de Donald Trump, c'est quelqu'un qui a été membre du Conseil de sécurité nationale sous l'administration Bill Clinton. Il a été secrétaire d'État adjoint dans l'administration Barack Obama et c'est le futur secrétaire d'État de Joe Biden, sous Joe Biden. Sous Joe Biden, oui. C'est le futur secrétaire d'État de Joe Biden. Et ce qu'il faut retenir de lui, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas seulement un chantre du multilatéralisme, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme. Et lorsque des textes comme ça sont adoptés au Congrès américain, et que c'est lui qui est le futur secrétaire d'État, il va s'en dire. Et je l'avais déjà dit il y a plusieurs semaines sur ce plateau, que le Cameroun est l'un des tout premiers dossiers en Afrique qui sera sur la table de Joe Biden. Cela signifie que les États-Unis sont passés dans la phase active et répressive. Il ne s'agit plus seulement des recommandations. Il s'agit de faire en sorte que on tourne définitivement la page de la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et c'est le partenaire, c'est l'un des partenaires privilégiés du Cameroun, notamment dans ses relations bilatérales, qui parle. Et je le dis, ne soyons pas surpris que des sanctions ciblées après le 20 janvier soient connues si des avancées significatives des bandes armées ou de leurs leaders et du gouvernement ne sont pas perceptibles vers le sens d'un cessez-le-feu d'ici le 20 janvier. Après vous, Edmond Kambia, Célestin Bedzigui, vous avez vécu aux États-Unis, vous connaissez comment fonctionne l'administration américaine. Aujourd'hui, Joe Biden, Kamala Harris vont prendre le pouvoir aux États-Unis et il y a cette loi votée par le Sénat américain qui concerne des résolutions qui amènent l'administration américaine à prendre position sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et la principale résolution, c'est la fin des hostilités et des violences armées et les négociations sous l'égide d'une médiation internationale, insistent les Américains. Comment vous entrevoyez la résolution de cette crise? D'abord, il faut
Il faut d'abord expliquer comment on peut en arriver à ce qu'une résolution soit prise au niveau du Congrès américain par rapport au petit Cameroun. C'est juste la marque de l'influence qu'ont dans ce pays-là la diaspora camerounaise. Elle est très importante et extrêmement importante. Peut-être que nous sommes loin d'imaginer ce qu'elle représente. Et non seulement très importante, mais elle est très bien introduite. Que ce soit en tant que citoyen américain, parce que beaucoup d'entre eux sont des citoyens américains, que ce soit par rapport à des organismes qui sont des ONG, comme le NDI, suivez mon regard. Il y a cet aspect. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait que lorsqu'une décision est prise à l'encontre d'un pays par les États-Unis, elle participe de l'appréciation que la communauté internationale, pas seulement des gouvernements, mais également des investisseurs, peuvent se faire du Cameroun. Donc il y a ces retombées indirectes dont il faut tenir compte. Maintenant, pour revenir tout de même au sujet lui-même, je pense que en cette matière, le gouvernement fait preuve d'une rigidité d'esprit qui me surprend énormément. Parce que si on part du début de tout, début des temps, il y a quand même eu à un moment donné une convention qui avait été signée entre le gouvernement du Southern Cameroun et puis la République du Cameroun, et qui instaurait cette République fédérale. Moi, j'ai vécu, je ne suis pas le seul, peut-être je suis le seul ici, j'ai vécu sous la République fédérale du Cameroun et les choses n'allaient pas si mal. Bon, il se fait qu'il y a eu une politique d'assimilation accélérée, à marche, je pourrais dire forcée, qui a conduit à la création de l'État unitaire. On se serait arrêté là que les frustrations n'auraient pas pris la forme violente qu'elles ont aujourd'hui. D'autant plus que nous étions au grand dialogue. Je me souviens que Chief Moukete a pris la parole pour dire à Monseigneur, au cardinal Toumi, que en vérité, c'est nous-mêmes, appelons les anglophones, qui avons demandé qu'on fasse évoluer le système de la République fédérale à la République à la République unie. Unitaire. Oui. Ça, vraiment, Chief Moukete l'a dit, qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est quelque chose dans laquelle ils n'ont pas participé. Ceci étant, je crois que c'est à partir de là qu'une faute sera commise. Parce que passer à la République unitaire ne devait pas signifier qu'il fallait dépouiller nos compatriotes de tout ce qu'ils considéraient comme étant des acquis. Et ensuite, en 1988, alors il y a eu cette manœuvre gauche de faire, et je la regrette, d'enlever le terme uni. 84, vous permettez d'enlever le terme uni dans la désignation du pays. Aujourd'hui, en un mot, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le Cameroun se retrouve sous l'égide des sanctions de la communauté internationale? Non, il faut que le président Biya accepte de rétropédaler. Il faut. Ce n'est pas la première fois qu'il aura rétropédalé. C'est une réalité. Nous avons le problème à la tripartite a été posé. On s'était engagé à organiser une deuxième tripartite. Au grand dialogue, la solution qui a été adoptée ne résolvait pas le problème. D'ailleurs, vous vous souvenez, à l'occasion, j'étais d'ailleurs sorti de la salle parce que j'avais dit le format d'ailleurs qui avait été adopté par le Premier ministre relevait plutôt de la tromperie et que ça ne mènerait nulle part. Puisque j'ai donné comme exemple, j'ai dit que nous autres à la tripartite, on avait travaillé autrement. On s'était penché pendant 10 jours à se dire toutes les vérités avant de dire qu'il y a deux commissions qui vont travailler, une sur le code électoral, une sur la Constitution. Et le jour où nous avons signé la tripartite, le lendemain, les villes mortes se sont arrêtées. Et dans le cas d'espèce, on aurait dû mesurer le succès du grand dialogue par l'arrêt des problèmes, des hostilités au NOSO. Le fait que cela n'ait pas été enregistré veut dire que ce grand dialogue-là, ça a été un coup de pied dans l'eau. Il faut qu'on cesse de le brandir comme étant une réussite et que vraiment, de manière réaliste, en bonne politique, qu'on accepte de rappeler tout le monde. Aujourd'hui, il y a 16 partis politiques qui ont été élus. Asseyons-nous à nouveau autour de la table, y compris ceux qui ne sont pas
qui n'ont pas d'élu, asseyons-nous toute la table, essayons de remettre ces problèmes à plat et pour trouver une solution. Justement, la solution ne peut pas être militaire. Parce que justement, j'ai terminé. C'est compris. Non, je veux dire quelque chose. On a la régie d'antenne qui doit aller vers un autre programme. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Edmond Kandia, Célestin Bedzigui, Georges Meka Besselo, Maître Moustapha Gouana et Pierre-Emmanuel Bignam. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Merci de rester sur Equinox Télévision. Nous vous adressons nos meilleurs voeux. Merci de rester sur la chaîne première de l'information au Cameroun et en Afrique subsaharienne. Très bonne position sur la. Je voulais vous dire que j'étais à Bouya. La sortie. J'étais à Bouya mardi.